La Devinière ou Le Havre perdu, c'est dire à quel point vous avez été saisi finalement par ce lieu. Le Havre perdu, vous avez commencé à le dire, il est perdu parce que Rabelais doit s'arracher à cet endroit. Très jeune, il était à la Devinière, qui était à côté de l'abbaye de Seuilly, où il va faire ses premières classes, juste à côté, à quelques mètres. Et très jeune, je pense qu'on a quand même remarqué ses dispositions particulières. Et je pense que c'était un élève remarquable. Et il a été envoyé ensuite sur les routes à Fontenay-le-Comte, chez les franciscains, qui lui ont mené une vie extrêmement dure. C'était pas des rigolos, c'était de vrais pisse-vinaigre, comme on en trouvait quand même encore à l'époque. Faut dire que à l'époque, la religion était très intransigeante, il y avait des bûchers partout, c'était quand même une période difficile. Il s'est attaqué à très puissant, Rabelais. Il est arrivé chez les franciscains, il a porté cette robe de bure, et moi j'ai toujours pensé à lui comme ça, comme un enfant qu'on arrache à ce paradis qu'est la Devinière, enfin cet endroit d'une douceur incroyable avec ses vallonnements, la Vienne qui coule tout près, les châteaux, ces dentelles de tuffeau qu'on voit un peu partout, la citadelle de Chinon, tout ça, ces pierres blanches et ces ardoises mouillées, tout ce paysage qui est un paysage un peu paradisiaque, il en a été arraché pour aller sur des chemins très, très difficiles. Je pense à lui comme ça, comme un enfant, un enfant qui ne veut pas se résoudre à la tristesse et qui choisit définitivement la vie. Oui, vous pensez à lui comme ça, mais ça n'est pas totalement par hasard. Il y a aussi des indices dans l'œuvre qui montrent que chez les moines, il a dû souffrir. En effet, Gargantua dit par exemple que les moines mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et comme mâche-merde, on les rejette dans leurs latrines, qui sont leurs couvents et abbayes, séparés de la vie publique, comme les latrines le sont de la maison. Ils marmonnent quantité de légendes et de psaumes qu'ils ne comprennent nullement. Ils comptent force patenôtre entrelardée de longs Ave Maria sans y penser, sans comprendre, et j'appelle cela se moquer de Dieu et non prier. Oui, il y a chez lui une révolte joyeuse. Il se moque énormément des moines, des curés, de la Sorbonne, enfin du pouvoir clérical, alors que le monde est quand même régi par deux puissances très redoutables, qui sont la royauté et le Vatican et l'Église. Et il s'attaque alternativement à l'un et à l'autre, il est protégé alternativement par l'un et par l'autre. Et sa vie sera comme ça modelée par des fuites permanentes. Mais il s'appuie sur le rire de façon très roublarde aussi. Il sait bien que il trouve un appui à la fois dans le peuple qui écoute les aventures de Pantagruel qui sont lues sur les marchés. Et c'est un auteur populaire. Et en même temps, il a une conscience très aiguë de ce qu'est le pouvoir et de jusqu'où il peut aller, même s'il va parfois vraiment trop loin et donc il en subit les conséquences. Enfin, comme par exemple ses livres sont interdits, par exemple. Il doit aller chercher refuge chez ses amis prélats, les Du Bellay, les Geoffroy d'Estissac, qui sont des gens éclairés, des humanistes, et qui vont le protéger comme le roi le protégera de temps à autre quand la Sorbonne se fâchera. Il aura toujours à cœur, et il fera toujours attention d'avoir aussi, et c'est là où peut-être fait-il en sorte de ne pas se réserver une vie trop dure, et après tout, pourquoi pas, d'avoir dans son entourage des gens pour le protéger. Oui, toujours. C'est vital parce que quand même, il y a beaucoup de ses amis qui sont morts sur un bûcher. Enfin, Étienne Dolé, des gens qu'il a beaucoup admirés, Clément Marot qui a subi les foudres aussi, qui était condamné à l'exil parce qu'il avait, paraît-il, mangé du lard pendant le carême. Ah bah oui, il ne faut pas faire ça. On ne rigolait pas quand même. Donc, enfin, lui, il rigolait beaucoup, mais il fallait faire attention. Vous écoutez
la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Jean-Marie Laclaftine et nous parlons de Rabelais. Vous dites, Jean-Marie Laclaftine, que Rabelais n'a jamais été un maître à penser. Et c'est peut-être ça aussi qui le rend cher à votre cœur. Oui, 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 c'est vrai. Je n'en fais pas pour autant un anarchiste, comme certains ont voulu le tirer vers le côté libertaire, très moderne. C'est une notion qui est comme Michel Onfray qui a écrit un article dans ce sens il y a déjà pas mal d'années dans le magazine littéraire, oui. Mais c'est anarchiste. Oui, mais Rabelais incite à cette analyse parce qu'en effet, on a l'impression quand on le lit qu'il se moque résolument et très courageusement aussi de tous les pouvoirs. Quand on voit comment il traite les papes, par exemple dans Rabelais, quand Épistémon descend aux enfers, et puis parce qu'il a eu la tête coupée, et on lui raccommode la tête avec du vin blanc, ça marche très bien, on lui remet la tête, et du coup il revient, il dit ce qu'il a vu, et en bas il a vu des rois, il a vu des puissants, il a vu des papes qui étaient absolument ridicules. Il en fait une description mais vraiment dérisoire et grotesque, et il fallait quand même beaucoup de courage pour faire ça, et cet esprit frondeur, cet esprit vraiment sarcastique vis-à-vis des pouvoirs, il est permanent dans toute l'œuvre de Rabelais. Alors, en même temps, il est conscient de la nécessité d'une sorte d'aristocratie. L'abbaye de Thélème, c'est quand même une abbaye où viennent des gens qui sont de haute volée, pas forcément de naissance, mais qui s'élèvent dans l'aristocratie de l'esprit. Cet endroit utopique où on pourrait faire ce que l'on veut, les jeunes gens apprendraient ce qu'ils voudraient apprendre. Voilà. Et là, évidemment, ça n'est pas ouvert à tout le monde. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que ce passage de l'œuvre rabelaisienne, l'abbaye de Thélème, qui est un des plus célèbres, c'est quand même un des plus ennuyeux aussi. On n'a pas très envie d'y vivre parce qu'ils sont l'air quand même. C'est un peu un manifeste pour l'humanisme, mais on s'amuse beaucoup plus dans les parties de Rabelais où il écrit des aventures et où il se moque du monde. Alors, Jean-Marie Laclaftine, vous dites que chaque époque a voulu voir Rabelais à sa ressemblance. Balzac, par exemple, l'a vu balzacien. Est-ce qu'il est balzacien, Rabelais ? Alors, Rabelais, je crois qu'il a vraiment irrigué la littérature française jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'époque moderne, et même aujourd'hui encore. On voit des écrivains, je pense à quelqu'un comme Philippe Bordas ou Pierre Jourde, quand ils ont écrit des livres. Philippe Bordas a écrit Chants furieux, qui est un livre que je trouve magnifique, où la langue rabelaisienne est très présente et elle se mêle à la langue des cités dans une sorte de création. C'est comme des pôles électriques entre la très haute langue que vénère Philippe Bordas, celle de Saint-Simon, celle de Chateaubriand, et la langue du rap, la langue des cités. Et ça forme comme un arc électrique. Tout ça, ça vient de Rabelais. C'est Rabelais qui fournit l'énergie à cette langue-là. Cette énergie de se saisir de toutes les langues, y compris les langues populaires. Voilà, Rabelais, il s'est nourri dans les patois, dans les argots, dans la langue grecque, latine. C'est un érudit de très haute volée, mais il n'a jamais méprisé la langue populaire. Au contraire, il l'a magnifiée, il l'a recréée. On lui doit beaucoup. Si on ouvre un dictionnaire, on voit que à chaque page, il y a des mots qui sont datés de 1532. C'est la première édition de Pantagruel, dont le mot encyclopédie, d'ailleurs, qui lui va si bien, mais il en a créé des dizaines, où il en a tiré du latin ou du grec, ou d'autres langues. C'est quelqu'un qui nous irrigue. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous que les surréalistes
s'en réclame, que Anatole France s'en réclame, que Chateaubriand pense qu'il est romantique. Est-ce que c'est que tout le monde peut se projeter dans Rabelais parce que finalement il est tellement divers qu'il perd peut-être lui-même une langue qui serait uniquement la sienne, ou est-ce que c'est le contraire? C'est une œuvre immense, c'est une œuvre où chacun peut aller puiser comme à la fontaine miraculeuse dans le 5e livre, où chacun trouve le vin qui convient à sa soif. Et c'est un peu ça Rabelais pour nous, pour les lecteurs et les écrivains d'aujourd'hui comme d'hier. Alors, il a été oublié quand même pendant quelques siècles, à l'époque classique. Au XVIIIe, on le détestait, enfin on le méprisait, parce qu'il était sale, enfin, il ne correspondait pas du tout à l'idéal de l'époque. Mais à partir du XIXe, on le redécouvre. Balzac, en effet, a découvert cette source extrêmement profuse. Anatole France, lui, il a tiré un peu vers l'anarchie parce que c'était sa tasse de thé, si j'ose dire. Et vous terminez votre récit, et nous aussi nous terminerons par là, en citant Céline, qui serait peut-être finalement le vrai héritier au XXe siècle de Rabelais. Oui, Céline, il a beaucoup parlé de Rabelais parce que il s'est beaucoup interrogé. C'est Céline qui connaissait Saint-Simon par cœur, enfin, qui était lui aussi un très grand amateur de haute littérature. Il a revendiqué l'héritage de Rabelais en disant, voilà, à une époque, on a eu cette chance inouïe d'avoir cet écrivain qui nous apportait la possibilité d'une langue qu'il appelait une langue grasse, c'est-à-dire une langue baroque, prolifique, proliférante. Et c'est l'exemple qu'a suivi Céline dans son propre style, dans son propre rythme. Et on a choisi autre chose. On a choisi la langue d'Amyot, la langue de l'Académie, la langue qui a donné des œuvres magnifiques, la langue de la restriction, de l'ellipse, de la litote. Donc il y aurait une autre littérature française possible que celle que finalement... Qui n'a jamais été complètement perdue, mais qui ne correspond pas à l'idéal que nous nous faisons de la langue française. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci beaucoup Jean-Marie Laclaftine. Vous restez avec nous dans un instant. Nous terminerons cette série d'émissions sur Rabelais en compagnie de Pierre Lepape. Mais pour l'heure, c'est le moment d'en compagnie des revues avec, comme chaque jeudi, un représentant du service culture de l'Obs. Et aujourd'hui, c'est Jacques Nerson qui nous fait le plaisir de sa visite. Bonjour Jacques. Bonjour Mathieu. Vous êtes allé voir Intérieur de Maurice Maeterlinck, mis en scène par Nazim Boujna, c'est à la Comédie Française. Oui, mais c'est au studio Théâtre de la Comédie Française, dans Petite Salle.